Quelques rappels sur les circuits électriques. Donc un circuit électrique, c'est un nombre d'éléments reliés par des fils qu'on symbolise par des traits. Ici, on a un générateur de tension continu. Le trait supérieur assez grand signifie la borne plus. Un interrupteur K, une résistance R, un moteur M. Reliés ensemble donc par des fils électriques. Ensuite, la notion de nœud, de branche, de maille. La branche d'un circuit, une branche d'un circuit, c'est simplement ici un dipôle, ici une autre branche, ici une autre branche, ici une autre branche. Voilà. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est le point de connexion entre différents dipôles. Ici, le générateur D1 et ici, ce fil-là sont reliés en un seul point. Quand deux nœuds sont reliés ici par un fil, c'est le même nœud. P et A, c'est le même nœud en fait. B par exemple, ici on a 3 dipôles qui sont reliés à B, c'est un nœud. Ici, N, F, E et D sont reliés par un même fil, donc on pourrait regrouper tout ça en un seul nœud. Et ensuite, qu'est-ce qu'une maille? Une maille, c'est un ensemble de dipôles qui va former un circuit fermé. Par exemple, ici, dans le schéma supérieur, on n'avait qu'une seule maille qui comprenait G, K, R et M. Ici, on a par exemple une maille qui va comprendre le générateur, puis des 3, puis des 5, puis des 6, et un fil, donc là, rien. Donc ici, on a une maille. Ici, on aurait par exemple une autre maille, D2, D3, D4, et un fil. Alors la nature du courant électrique. Le courant électrique résulte du mouvement de porteurs de charge, donc la plupart du temps dans les métaux et les alliages et dans les fils, donc ce sont des électrons qui portent les charges. Chaque électron porte une petite charge négative de moins 1,6, 10, moins 19 coulombs. La charge électrique se mesure en coulombs. Dans les liquides, dans les gaz, dans les liquides, on a des ions. Par exemple, dans l'eau, on a l'ion OH-, qu'on note maintenant HO- d'ailleurs, mais détail. C'est l'ion hydroxyde, OH-. Bon, moi j'ai l'habitude de dire OH-, donc je continue à dire OH- et pas HO-. Chacun ses habitudes. Et les ions H+, les ions les ions différents noms. On peut H+, on peut simplement dire proton, ou on peut dire l'ion oxonium ou l'ion hydronium. Enfin bref, on a des ions qui vont se déplacer en sens inverse l'un de l'autre pour faire passer le courant électrique. Si vous mettez du sel dans l'eau, vous avez en plus des ions Na+, et Cl-. Donc dans les gaz, on a aussi des atomes qui vont s'ioniser, c'est-à-dire soit perdre un électron, soit arracher un électron à un autre atome. Donc on va avoir des cations et des anions dans les gaz qui vont conduire le courant. Alors le gaz fortement ionisé, c'est un plasma. Sens conventionnel du courant électrique. Lorsqu'on a une pile ici, un générateur, le courant va aller du plus vers le moins de la pile. Et les électrons vont en fait se déplacer en sens inverse du sens du courant. Pour symboliser le courant qui passe sur un fil, je vais mettre une flèche sur le fil. Tandis que pour symboliser la tension aux bornes du générateur, je vais mettre une flèche à côté du générateur. Alors, définition du courant électrique. Le courant électrique I est un déplacement d'une certaine quantité de charge, une charge électrique, en coulombs, divisé par un temps t. Donc pendant la durée t, il y a beaucoup de charges, grand N, qui vont transporter une certaine quantité d'électricité delta Q,
delta Q par exemple, si le courant c'est des électrons, eh bien ça va faire n fois la charge d'un électron. Et l'intensité du courant électrique est définie par un certain nombre de quantités de charge électrique en coulombs divisé par un temps en secondes. Et dans ce cas-là, l'intensité sera en ampères. Si delta T est très petit, c'est une intensité instantanée. Et donc là, on va pouvoir la noter petit i au lieu de grand I. Grand I, alors j'utiliserai des lettres majuscules lorsque le paramètre ne varie pas au cours du temps. Et ici, normalement, des lettres minuscules. Donc ça serait ici, je devrais mettre petit i. Et je pourrais même préciser qui dépend du temps. Petit i de t égale la variation de charge Q. Et là, je pourrais aussi préciser ici Q qui dépend du temps. Et que je dérive, que je divise par dt, par un temps très très court. Donc ça, c'est la définition même d'une dérivée. Alors, des ordres de grandeur. En électronique, on a des nanoampères, des microampères, des milliampères. En électronique de puissance, on va avoir des ampères à des centaines de kiloampères. Et en électrotechnique, de quelques dizaines d'ampères à quelques milliers d'ampères, dizaines de milliers d'ampères. Exercice d'application. L'intensité du courant débité par la pile d'une calculatrice électronique est égale à 1 microampère lorsqu'elle fonctionne. La capacité de la pile est de 16 coulombs, quantité d'électricité qu'elle est capable de débiter entre sa mise en marche et la fin de son fonctionnement. Calculer la quantité d'électricité fournie par la pile lorsque la calculatrice fonctionne pendant 1h30. Donc, on appliquera cette formule. N'oubliez pas que le temps sera en secondes et que le 1h30 est donc à convertir en secondes. Combien de temps la calculatrice pourra-t-elle fonctionner avant qu'il soit nécessaire de remplacer sa pile? Alors, mesure de l'intensité d'un courant électrique. On va la mesurer avec un ampèremètre monté en série dans le fil. Donc il va falloir ouvrir le circuit et normalement les règles de sécurité nous imposent, règles de sécurité qu'on ne respecte pas en électronique parce que les courants sont extrêmement faibles, mais qu'on respecte en électrotechnique lorsque les courants sont de quelques dizaines d'ampères. Et bien dans ce cas-là, on va couper le générateur, l'éteindre, on va ouvrir le circuit, on va placer l'ampèremètre et ensuite on va rallumer le circuit. Donc ici l'ampèremètre ou le multimètre, la borne plus du multimètre reçoit le courant qui rentre pour que l'indication soit positive. Là je parle bien sûr de courant continu. Courant continu, ça veut dire un courant qui ne varie pas au cours du temps. Ça n'a rien à voir avec la définition de une fonction continue, parce qu'en mathématiques, une fonction continue, eh bien, elle varie au cours de l'axe des x. Si l'axe des x est le temps, une fonction pourrait être continue, c'est-à-dire ne pas avoir de discontinuité. Nous, en physique, on parle de tension continue, lorsqu'en fait, en mathématiques, ça correspondrait à une fonction constante. Donc, avec une tension, on pourrait dire d'ailleurs constante, pourquoi on dit continue en physique, j'en sais rien. Avec une tension continue ou constante, eh bien, ici, votre ampèremètre va soit vous indiquer par exemple plus 3 ampères, soit vous indiquer moins 3 ampères. Ça vous donnera dans quel sens passe le courant dans l'appareil. Pour que l'indication soit positive, le courant doit rentrer par la borne plus de l'appareil. Alors, quand on met ici dans des fils l'ampèremètre suivi de dipôle D1, suivi du dipôle D2, suivi du générateur, eh bien tous ces éléments sont dits montés en série. Lorsque vous avez ici au-dessus, ici par exemple, vous avez D1 et D2 qui sont reliés au même nœud, P ou A c'est le même nœud,
et au même nœud F. Donc ça, ces éléments-là sont en parallèle. Par contre, attention, D2 et D4, eux, ne sont pas en parallèle, puisqu'ils sont reliés au même nœud en bas, mais pas au même nœud en haut. Et ici, par exemple, quels sont les éléments qui vont être en série, quels sont les éléments qui vont être en parallèle. Un bon exercice, ça encore. Voilà. Bon exercice. Ok. Donc là, on aurait un ampèremètre. Apparemment, c'est pas un multimètre, puisqu'il y a juste une borne milliampère. Ah si, il y a une borne volt-ohm, donc ça serait un multimètre. Qui va mesurer la tension aux bornes de la pile, je suppose, une pile qu'on va mettre ici. Ensuite, on a une diode électroluminescente, et le courant sort du plus et va arriver vers leur résistance. Ah, c'est bizarre ça. Ah oui, d'accord. Ici, c'est pas un voltomètre, c'est un ampèremètre. On est sur ampère. Donc, le courant sort du plus de la pile, passe par cette résistance, passe par la diode électroluminescente dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la flèche de la diode, passe par l'ampèremètre, qui ne provoque aucune chute de tension s'il est parfait, et revient à la pile. Donc voilà comment il faut insérer notre ampèremètre ici. Et ce genre de montage, on le fait sur une plaque de connexion. Il y a des lois importantes en électrocinétique, en électricité, qui sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors on va commencer par la plus simple, la loi des nœuds. Voilà. Un nœud, c'est des fils qui sont reliés entre eux en un point central. Et chaque fil transporte un courant. Eh bien, c'est très très simple. La somme des courants qui rentrent dans le nœud est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. On pourrait comparer à un circuit hydraulique avec de l'eau qui arrive et de l'eau qui repart. Eh bien, la quantité d'eau qui arrive doit être exactement égale à la quantité d'eau qui repart, puisqu'il n'y a pas d'accumulation d'eau dans cette connexion entre les tuyaux. Pareil, il n'y a pas d'accumulation d'électrons dans cette connexion entre les fils électriques. Donc, ici, la somme des courants qui arrivent. Alors, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si je peux agrandir un petit peu. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc, I5 arrive. I4 arrive. Et I1 arrive. Donc, I1 plus I5 plus I4 est égal à I3 plus I2 plus I6. Exercice d'application. Alors, on a des choses bizarres ici quand même, parce qu'il y a un courant qui passe dans un sens, un courant qui rentre dans l'autre sens. Bon, c'est pour l'exemple. Ici, loi des nœuds ici. I1 est égal à I1 qui rentre dans ce nœud-là est égal à I2 plus I3. Ici. Alors, le courant qui rentre dans un dipôle est exactement égal au courant qui sort du dipôle. Donc ici, à la sortie, on a I2. I2 qui arrive, un courant I4, qui repart ici, okay, et un courant que je vais appeler, je ne sais pas comment d'ailleurs, ce courant-là, mais qui est égal, ici il y a une autre loi des nœuds. Alors ce que je peux faire, c'est de tout regrouper en un seul nœud, parce que ce point-là, ce point-là, ce point-là sont en fait reliés par un fil. Donc c'est un seul nœud. Donc dans ce cas-là, si je considère que toute cette barre c'est un seul nœud, je vais avoir I2 qui rentre, I4 qui ressort, I qui rentre et I5 qui ressort. Voilà, ça va me faire une loi des nœuds ici. Ici, j'ai ici, je vais tout regrouper ici et je vais dire que ça c'est un seul nœud. Donc j'ai I3 qui arrive dans le nœud, j'ai moins I qui sort du nœud ici, je vais avoir I5 qui arrive dans le nœud qui est ici,
et je vais avoir ici ce qui arrive dans le nœud. Bon, avec ces équations, l'exercice n'est pas très intéressant, c'est juste du calcul. Alors, comment je pourrais calculer facilement le courant I1? Alors, j'ai une solution. C'est la généralisation de la loi des nœuds. Pour une portion de circuit délimitée par un contour fermé, la somme algébrique des intensités du courant qui rentre dans le contour est égale à la somme algébrique des intensités du courant qui partent de ce contour. Donc, je vais tout entourer ici par un carré ici. Alors, j'imagine le carré. Dans ce carré-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai I1 qui rentre, I4 qui sort et I3 qui rentre. Donc, I1 plus I3 est égal à I4. I1 plus 3 égale 10. I1 plus 3 égale 10. 10 moins 3 égale 7. Donc I1 égale 7 mA. Un autre exemple. Mais ici, on a entouré donc, le composant qu'on appelle d'ailleurs un transistor. Et bien, on a IB est égal à IB qui rentre, plus IC qui rentre est égal à IE qui sort. IE égale IB plus IC. Une loi des nœuds appliquée à un composant qu'on vient d'entourer. Notion de tension électrique. Alors que la tension électrique c'est en volts et elle est fléchée à côté du dipôle. Ici j'ai le nœud A, ici j'ai le nœud B et la tension qui est ici c'est UAB. La pointe moins la base. Le nœud A moins le nœud B. UAB. Alors donc ici, le nœud A, on le retrouve aussi ici, le nœud B, on le trouve là, puisqu'il y a un fil entre les deux. Donc la tension aux bornes du générateur est exactement égale à la tension aux bornes du dipôle. Lorsque j'avais un schéma comme celui-là, voilà, la tension aux bornes du moteur n'est pas, si l'interrupteur est fermé, la tension aux bornes du moteur n'est pas égale à la tension aux bornes du générateur parce que j'ai une chute de tension ici, dans la résistance. Donc il faudra que j'applique la loi des mailles, qu'on verra juste après, je suppose. Voilà. Alors la notion de tension électrique, elle est en volts et elle se symbolise par une flèche. Cette différence de potentiel est imposée par la source quand le courant conventionnel va du potentiel le plus haut du plus vers le moins. Représentation de la tension électrique, une flèche à côté du dipôle et non pas sur le fil. On dit aussi qu'une tension c'est une différence de potentiel. Les potentiels c'est VA et VB. Eh bien la tension est égale au potentiel de A moins au potentiel de B. C'est quoi les potentiels? Eh bien ici par exemple vous dites que le point B c'est le 0 volt, que votre générateur il fournit 10 volts. Eh bien ici vous avez donc une flèche qui fait 10 volts vers le haut, B c'est 0 volts, donc VA égale 10 volts. Donc on peut symboliser, comment dire, on peut calculer un circuit électrique en calculant le potentiel à différents nœuds. Et c'est ce que fait un logiciel de simulation qui s'appelle PSpice, qui va non pas vous donner les tensions aux bandes des éléments, mais les potentiels à tous les nœuds. Et donc il suffira de faire la différence entre deux potentiels pour avoir la tension bande d'un élément. Mesure d'une tension. Ah oui, alors, les ordres de grandeur aussi. Ordre de grandeur. Ordre de grandeur, en électronique, des microvolts, des millivolts, des volts. Vous voyez? En électronique de puissance, les alimentations, amplificateurs, jusqu'à
de 1 volt à 1000 volts, bon, c'est un peu en électronique de puissance, ok, et en électrotechnique de 100 volts à 400 kV. Alors 400 kV, c'est la tension qu'on a dans les lignes haute tension, celles qui sont sur les pylônes. La basse tension, enfin la tension moyenne, disons, c'est de l'ordre de 60 000 volts. Et puis la tension qui arrive aux habitations, c'est du 400 volts triphasé ou du 240 volts. Avant c'était 220, maintenant c'est 240 volts monophasé. Le rapport entre 240, 230, 240 et 400 et quelques volts, qui avant était 220 et 380, il y a un rapport de racine de 2 entre le monophasé et le triphasé. Mais bon, on verra ça dans les régimes sinusoïdaux. Mesure du tension, donc elle se mesure avec un voltmètre que vous placez aux bandes de ce que vous voulez mesurer. Vous voulez mesurer VAB, vous placez votre voltmètre ici, le plus étant sur le potentiel le plus haut. Sinon, pareil, on est en régime continu, donc votre voltmètre vous indiquera un moins. Alors là, par exemple, on est en train de tester, de mettre le voltmètre aux bornes d'une ampoule. Il n'y a pas de résistance dans le circuit. Et la tension au bord de l'ampoule est de 3,66 volts. Avec une pile de 4 volts 5. Donc l'ampoule, elle doit tirer beaucoup de courant sur la pile. Et ça baisse la tension de la pile de 4 volts 5 à 3 volts 66. Parce que la pile a une résistance interne. On verra juste après. Donc en continu, pour mesurer U, on place le voltmètre en mode DC ou continu. Et voilà, le plus simple, ça sera de faire l'expérience. La loi d'additivité des tensions. Bon, très simple. U3 est égal à U2 plus U1. Donc, on peut aussi appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Quand on est un peu perdu, on cherche une maille. Une maille, c'est un circuit fermé. Ce circuit est fermé entre U3, U1 et U2. Et je vais choisir un sens de rotation, horaire ou anti-horaire, on s'en fiche. Par exemple, ici, je vais prendre horaire. Et à chaque fois que je vois une flèche dans le sens de rotation, dans le sens de parcours de la maille, je mets un plus devant. Quand je vois une flèche en sens inverse, je mets un moins. Et après, je fais la somme de tout ça et je fais égal 0. Donc là, j'aurai U3 moins U1 moins U2 égale 0. Ce qui revient à dire donc que U3 égale U1 plus U2. Donc la loi des mailles, c'est ça. Je choisis un sens de parcours arbitraire. Je regarde les tensions qui sont aux bornes de chaque élément. Il faut qu'elles soient toutes notées. Voilà, donc U1 moins U4 plus U3 plus U2 égale 0. U1 moins U4 plus U3 plus U2 égale 0. Si j'avais fait le sens inverse, moins U1 moins U2 moins U3 plus U4 égale 0. Exercice d'application. Donc on donne UPQ égale 15 volts. Bon, déjà ça m'embête, hein, c'est chiant. Bon. En plus, c'est quoi ce circuit là? Ah oui, on a un potentiomètre avec quelque chose qui vient de se piquer sur le potentiomètre, enfin un point milieu. Ok. Et un deuxième potentiomètre. En fait, on a deux potentiomètres qui sont reliés par une résistance R et un générateur qui alimente tout ça. D'accord, je vois pas trop à quoi pourrait servir le montage. C'est pour ça que je trouve ça hyper chiant. Donc UPQ 15 volts, ok, UPQ 15 volts, il y a 15 volts ici. UPM, PM, il est où le point M? Il est là. Ah ouais, c'est vachement pratique ça. Alors P en fait c'est tout ça, mais c'est PM, m'en fous, c'est PM 4 volts.
Donc PM, c'est cette flèche-là en fait. Cette flèche-là, c'est quoi? P au bout de la flèche et M à la base. Donc ça, ici, il y a 4 volts ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le NQ égale 5,98. NQ. Q, il est là. Et N, il est là. Alors cette flèche-là, la pointe c'est N, la base c'est Q. Donc c'est UNQ. Donc je vais avoir une tension ici, une tension qui revient en arrière ici, une tension que je connais pas ici, une tension là. Ouais. Alors à noter les différentes tensions, en déduire les valeurs. Ah oui, donc en fait on commence par mettre des noms à côté de chaque tension, on déduire les valeurs des tensions. UMO. Il y a un O ici. C'est quoi O? MN. N je le vois. P je le vois. PN ok. O. Bizarre. On n'a pas de O sur le schéma. O. Ok, de toute façon c'est pas passionnant, c'est du calcul. Puissance électrique. Alors puissance électrique c'est lié à l'énergie. Donc c'est la puissance elle est en watts, hein, bien sûr. Enfin bien sûr, évidemment, mais bon, la puissance est en watts. Et la puissance fournie en continu, c'est tout simplement U fois I. Donc 1 watt, c'est 1 volt par 1 ampère. Alors, par exemple, si votre générateur fait, on va simplifier, hein, si votre générateur fait 200 volts et que votre récepteur fait 2000 watts, 2 kW, par exemple un radiateur électrique alimenté par la tension que vous avez chez vous d'environ 200 volts, 200 volts, 2000 watts, 2200 intensité égale 10 ampères, parce que 200 fois 10 ça fait 2000. Et donc le fil qui est là, qui relie votre prise à votre récepteur, votre compteur électrique à votre récepteur, votre radiateur électrique, et bien ce fil de ligne va transporter 10 ampères. Et comme je l'ai dit lors d'un TP, 10 ampères par millimètre carré, donc il va falloir que le fil fasse au minimum 1 millimètre carré. Mais ce n'est valable que pour des courtes distances. Hein. Si votre radiateur est à 20 km, il faudra beaucoup plus que 1 mm. Convention. Convention récepteur, convention générateur. Bon, ici, quand l'intensité et la tension sont en sens inverse, c'est une convention récepteur. Ici. Lorsque c'est dans le même sens, c'est une convention générateur. Pourquoi? Parce qu'imaginez que le dipôle 2, ça soit un générateur. On a le courant va sortir du plus du générateur et après avoir parcouru le circuit, on va rentrer par le moins. La tension au bord du générateur, elle sera positive si la flèche est de ce côté-là, c'est-à-dire vers le plus du générateur. Donc, convention générateur, c'est le sens naturel du courant et de la tension au bord d'un générateur. Convention récepteur. Eh bien, si votre courant rentre comme ceci dans cette direction-là dans le récepteur, eh bien, inversement, la tension va être dans l'autre sens. Pourquoi? Regardez, générateur, on a ici le plus du générateur, le courant sort du plus, et la tension au bord du générateur, si je veux qu'elle soit notée positive, il faut que la flèche, le bout de la flèche soit souvent le plus. Et comme le courant va rentrer dans le récepteur et que la tension au bord du générateur et du récepteur est la même, c'est les deux mêmes nœuds en haut et en bas, donc vous voyez qu'au niveau du récepteur, les flèches sont inversées. Donc si je calcule une puissance positive pour un générateur, ça veut dire que c'est la puissance qui est fournie par le générateur en convention générateur, alors que si je calcule une puissance positive pour un récepteur, c'est la puissance qui est absorbée par le récepteur. Et imaginons que j'ai une puissance négative. Dans ce cas-là, eh bien, cette puissance va être absorbée par ce dipôle. Donc, la convention que j'ai mise aux bornes de mon générateur, enfin une borne de D, c'est une convention générateur,
mais je calcule une puissance négative, ça veut dire que la puissance est reçue par ce générateur. Par exemple, une batterie, de temps en temps, elle fournit du courant, donc elle est en puissance positive si elle est fléchée comme ça, donc elle génère du courant, et de temps en temps, elle est alimentée par des panneaux solaires, et bien dans ce cas-là, elle absorbe de la puissance, et donc elle devient un récepteur, mais fléché en générateur. Dans ce cas-là, la puissance va être négative. Pour le récepteur, pareil, hein. Si un récepteur fléché en convention récepteur, j'ai une puissance positive, c'est de la puissance qui est vraiment reçue par le récepteur. Mais si la puissance devient négative, ça veut dire que votre récepteur il est en train de générer de la puissance, donc de l'énergie. Alors la puissance peut se mesurer avec un wattmètre, puisque c'est en watts, wattmètre. Le wattmètre il se connecte comme ça. Donc là par exemple je suis en train de regarder la puissance qui est fournie par le générateur et reçue par le récepteur. On a dit puissance c'est U fois I, donc il faut mesurer la tension U et le courant I. La tension U est mesurée par ces deux fils du bas ici. Vous voyez qu'on mesure entre ceux de là et ceux de là, donc on a la tension U, et le courant I est mesuré par ces deux points là. Donc il faut 4 points donc 4 connexions. Ici vous avez 4 connexions possibles. 2 pour l'intensité, 2 pour la tension, et ici vous avez ce qu'on appelle une pince ampère-métrique, donc il n'y a pas de connexion pour l'intensité, mais il y a des fils à mettre pour mesurer la tension, et on va simplement entourer le fil avec la pince ampère-métrique pour connaître le courant. Ça marche par mesure du champ magnétique, parce qu'un courant qui passe dans un fil crée un champ magnétique. Alors on lit sur un radiateur électrique les indications de 120 volts et 1500 watts. Calculer l'intensité qui traverse le radiateur. Voilà, tout à l'heure j'avais fait 200-2000 watts, c'était plus facile à calculer. Calculer ici la puissance fournie par l'alimentation, la puissance fournie par l'alimentation, n'oubliez pas que le courant, tant qu'il n'y a pas des circuits en parallèle ou en dérivation, c'est la même chose, hein, parallèle ou dérivation. Tant que vous n'avez pas des circuits en parallèle, le courant ne se divise pas par une loi des nœuds. Donc le courant qui circule dans toute la maille, c'est le même. Il fait 2 ampères tout le temps. Donc puissance fournie par l'alimentation, okay. Vous allez trouver de tête, ça fait 24 watts. La puissance reçue par la résistance R, il y a 4 volts aux bornes. Donc facile aussi. Je ne vais pas donner toutes les réponses. La puissance reçue par le moteur, là je suis obligé d'appliquer une loi des mailles pour calculer la tension au bord du moteur. Et une fois que vous aurez appliqué votre loi des mailles, c'est assez évident quand même. Et puis vérifier que la puissance reçue par le moteur plus la puissance reçue par la résistance est bien égale à la puissance fournie par l'alimentation. Dipôle passif. Un dipôle passif est uniquement récepteur. Donc sa caractéristique passe par 0. Si vous mettez aucune tension au borne, il n'y a aucun courant qui le traverse. Et sa puissance est nulle. C'est un peu logique. Il est passif, il ne fournit aucune puissance. Si vous lui mettez 0 volt au borne, voilà, ça s'arrête là. Donc forcément I égale 0, parce que P égale 0. Donc on peut avoir un passif linéaire, par exemple, ici c'est la caractéristique d'une résistance. On peut avoir ça, par exemple, on a une varistance, c'est-à-dire une résistance qui est variable en fonction du courant. Donc là c'est pas linéaire. Ou troisième possibilité, là on a une caractéristique symétrique et linéaire, là on a une caractéristique symétrique mais pas linéaire, et là on a une caractéristique qui n'est pas symétrique, mais elle passe par 0. C'est-à-dire que lorsque la tension appliquée au dipôle est négative, le courant est nul. Lorsque la tension est légèrement positive, le courant reste nul, et puis à un moment donné, le courant monte très très vite. C'est la caractéristique par exemple d'une diode ici.
Une diode qui permet le passage du courant dans un sens, quand la tension est positive. Voilà. Lorsque le courant peut passer, le courant qui passe dans la diode ne peut être que positif. Il ne peut pas passer en sens inverse de la diode, donc être négatif. Tandis qu'ici, le courant peut passer dans un sens, mais aussi peut passer dans l'autre sens. Il peut être positif ou négatif. C'est le but de la diode, de laisser passer le courant dans un seul sens. Dipôle passif linéaire, résistance. La résistance, c'est U égale RI, la célèbre loi d'Ohm. U égale RI. Donc on a la tension en volts, la résistance en ohm, le courant en ampères. 1 volt égale 1 ohm fois 1 ampère. Mais, alors on peut aussi, en électronique, on a souvent des kilo-ohms et des milliampères. 1 kilo-ohm fois 1 milliampère, ça fait 1 volt aussi. On peut mettre ceci donc en sens inverse, c'est-à-dire dire que si U et I sont proportionnels, eh bien on peut aussi dire que I égale un coefficient fois U. Donc le coefficient, ça sera 1 sur R, l'inverse de la résistance. Et une inverse de résistance, on la note G, c'est une conductance. Et une conductance, c'est en Siemens, un S majuscule. Donc par exemple, 1 kilo-ohm, ça nous donne une conductance de 1 millisiemens, l'inverse. Lorsque on applique P égale UI à une résistance, on combine avec la loi d'Ohm pour obtenir P égale RI carré ou P égale U carré sur R. La résistance, c'est par exemple la résistance d'un fil électrique. Un fil électrique a une résistance qu'on peut calculer avec la formule R égale ρL sur S, avec R la résistance du fil, ρ la résistivité du métal utilisé, c'est en ohm fois mètre, la longueur du fil en mètres et la section du fil, c'est-à-dire lorsque je coupe le fil en travers, la surface de la coupe. Cette section, elle doit être mise en mètres carrés. Ce n'est pas super évident. Alors, la résistivité, c'est en ohm fois mètre. Pourquoi? Parce que ma résistance est en ohm, la résistivité est en ohm fois mètre, je remultiplie par des mètres et je divise par des mètres carrés, donc le tout me donne des ohms. On trouve souvent, quand on cherche la résistivité du cuivre, on va trouver la conductivité du cuivre. La conductivité, c'est juste l'inverse de la résistivité. Et comme l'inverse des ohms, c'est des siemens, eh bien, la conductivité, elle sera en siemens par mètre. D'autre part, la résistance d'un simple fil va varier avec la température. Si vous faites passer beaucoup de courant dans le fil, eh bien, il va y avoir un déchauffement du fil et sa résistance va logiquement augmenter. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour un métal, si vous chauffez le métal, sa résistance augmente. Donc, vous aurez un coefficient de température et la formule résistance à la température θ, à une température donnée, est égale à R0, la résistance à la température de 0 degré Celsius, facteur de 1 plus Aθ. Donc 1 plus un coefficient multiplié par la température en degrés Celsius. Pour le cuivre, la résistance d'un fil à 0 degré est de 48 ohms. Calculez la résistance du fil pour 100 degrés, sachant que le coefficient de température est de 4, 10 moins 3 degrés Celsius moins 1. Alors pourquoi degrés Celsius moins 1? Parce que 1 c'est 100 dimensions et Aθ doit être 100 dimensions. Donc A doit être en inverse de degrés Celsius pour être 100 dimensions, pour que la θ soit 100 dimensions. Ok, donc voilà, j'applique simplement la formule et je trouve la valeur. Les associations de résistance. Quand on a plusieurs résistances, on peut les associer en série et en
parallèle ou dérivation, c'est le même mot. Voilà. Quand vous ne savez pas écrire parallèle, vous écrivez dérivation. Donc quand j'ai des résistances en série, simplement je les additionne. La résistance totale, c'est la somme des résistances. Facile à montrer, le courant est le même dans toutes les résistances, parce que le courant qui traverse les résistances ne faiblit pas. La résistance provoque une chute de tension, mais elle ne provoque pas de diminution du courant. Donc U égale RI, alors je peux faire U1 égale RI, U2 égale RI et U3 égale RI. Et là je peux faire U égale RI. Et si je combine les deux équations et que j'élimine le courant I, je vais trouver R égale R1 plus R2 plus R3. Donc c'est facile à montrer, mais on ne le démontre pas, on le sait. Association en dérivation ou en parallèle des résistances. Voilà, si j'ai ça, eh bien j'ai une loi des nœuds ici, I égale I1 plus I2 plus I3. Et à chaque fois, j'ai la même tension U aux bandes de chaque résistance. Et bien dans ce cas-là, je peux montrer que ces trois résistances peuvent être calculées par la formule 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Autrement dit, la conductance G est égale à G1 plus G2 plus G3. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque j'ai des résistances en série, eh bien la résistance R va être plus grande que chacune des résistances que j'ai là. Lorsque j'ai des résistances en parallèle, la résistance R va être plus petite que chacune des résistances que j'ai là. Par exemple, si vous mettez carrément un fil ici, donc 0 ohm, et bien dans ce cas-là, le courant I va entièrement passer par là. I2 et I3 vont être égales à 0, puisque la tension aux bandes d'un fil égale 0. Donc la tension U est égale à R2 fois I2. Mais comment dire, U égale R2 fois I2, mais ah oui, mais là, la tension U, ben, c'est la tension aux bandes du fil qui est là-haut, donc c'est 0. 0 égale R2 fois I2. Comme R2 n'est pas nul, c'est que I2 est nul. Donc si vous mettez un fil à la place de la résistance R1, U va être égal à 0, et donc I2 et I3 vont aussi être égales à 0. Donc le courant passera uniquement dans le fil. Et la résistance R sera donc égale à 0, parce que vous aurez, ah ben c'est pas très pratique d'ailleurs, parce que ça va 1 sur R égale 1 sur 0 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, et 1 sur 0 c'est infini, et pour que 1 sur R soit égal à l'infini, il faut que R soit égal à 0. Alors, on place en série 3 résistances, 1 kΩ, 200 Ω et 2,7 kΩ. Quelle est la valeur de la résistance équivalente? Ouais, bon, faire simple. Même question si on place la résistance en parallèle. Alors, on a la célèbre formule du diviseur de tension. Le diviseur de tension, ça c'est juste que j'ai une tension U et je voudrais avoir une tension plus basse. Donc je vais mettre deux résistances en série pour diviser, amoindrir la tension. Par exemple, U c'est la tension qui sort d'un capteur, le capteur il est en 24 volts, seulement mon circuit électronique, lui, il voudrait avoir une tension d'entrée de 5 volts. Donc 24 ici et je veux que U2 soit égal à 5. Eh bien je vais mettre deux résistances, voilà, le montage le plus simple possible, deux résistances en série, et je vais m'arranger pour avoir les bonnes valeurs de façon à ce que le courant I ne soit pas soit dans les capacités que peut fournir le capteur en 24 volts, par exemple I égale 10 mA, okay. U égale 24 volts, I égale 10 mA, et puis je vais calculer la résistance R2 de façon à ce que U2 soit égal à 5 volts si E est égal à 24 volts. Alors quelle est la formule qui va bien pour calculer ici? Eh bien j'ai U2 égale la résistance, enfin est égal à U fois la résistance qui est en face divisé par la somme des résistances. U2 égale R2 fois U sur R1 plus R2. Je peux faire la même chose en haut, bien que ce ne soit pas vraiment nécessaire, parce que la plupart du temps, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Par exemple, je veux U2 égale 5 volts, je veux que U soit égal à 24 volts, et
là je vais avoir le rapport R2 sur R1 plus R2. Et ce que je voudrais, c'est que le courant ici soit de 10 mA lorsque j'ai 24 volts. Donc ça me donne la valeur, les deux résistances ici s'additionnent pour donner R1 plus R2. Et donc 24 égale R1 plus R2 fois 10 mA. Donc ça va me permettre de calculer R1 plus R2. Et après, avec la formule du pont diviseur, ça va me permettre de calculer U2. Donc un exercice à faire. Pour pouvoir observer des tensions importantes avec l'oscilloscope, on utilise une sonde atténuatrice. La résistance d'entrée de l'oscilloscope R0 vaut 1 MΩ. Calculez la valeur de RS pour que la sonde atténue de 1 dixième, même avec une pression de 1 centième. Donc ici on a la valeur de la sonde de l'oscilloscope 1 million d'ohms, 1 mégaohm, 10 puissance 6, et on veut que la tension E soit divisée par 10, c'est-à-dire qu'on a ici E sur 10. Bon, il n'y a qu'à Faucon appliquer la formule du pont diviseur dans un cas comme dans l'autre. Le potentiomètre. Alors le potentiomètre, c'est un composant, un composant qui est très utilisé en électronique. On trouve par exemple sur la phase de divers appareils, par exemple votre alimentation, vous avez un potentiomètre, vous tournez le potentiomètre, vous faites varier la tension d'alimentation. Alors, potentiomètre en rotation, ici, bon, c'est bizarre, pourquoi il y a des traits sur le côté, passons. Ici, potentiomètre linéaire, ici, un potentiomètre rotatif. Le symbole du potentiomètre, une résistance R, et puis selon la position du curseur, vous avez R1 au-dessus et R1 et R2, au-dessus et en dessous, la somme des deux, R1 plus R2 est égale à R. Donc vous avez ceci en fait. Le point C représente le curseur qui peut glisser de A vers B sur une piste résistive. Et puis vous avez le potentiomètre de puissance qu'on appelle le rhéostat, où c'est carrément une grosse bobine de fil ici, qui peut passer pas mal de courant, et un curseur qui frotte dessus sur le cuivre. Voilà. Et donc par rapport à ça, ici vous avez des potentiomètres qui passent quelques milliampères, mais on peut avoir des rhéostats qui passent quelques ampères, voire dizaines d'ampères. Alors, exercice d'application, on arrive bientôt au bout j'espère. Un potentiomètre de résistance 1 kΩ est alimenté par une source de tension parfaite de 12 volts. On règle le curseur pour que R égale 300 ohms. Donner l'expression de U0, puis calculer sa valeur. Alors, un potentiomètre de résistance 1 kΩ, 1 kΩ c'est R1 plus R2, est alimenté par 12 volts ici. On règle le curseur R1 égale 300 ohms, donc au-dessus, pour faire 1000, il y a 700. Et donner l'expression de U0, formule du pont diviseur. Okay. Symbole du générateur de tension parfait, c'est-à-dire sans aucune résistance. C'est-à-dire que là, il maintient la tension U, quel que soit le courant I. Donc tout à l'heure, on avait une pile qui alimentait une ampoule. La tension de l'ampoule et donc de la pile était de 3,66 volts, alors qu'à vide, la tension était de 4,5 volts. Là, on n'avait pas une source de tension parfaite. Une source de tension parfaite, c'est une source de tension qui ne baisse pas lorsque vous tirez du courant dessus. C'est donc, par exemple, une source de tension qui est de laboratoire. Vous pouvez tirer du courant jusqu'à 3 ampères. La tension sera contrôlée, c'est-à-dire que la tension par un circuit électronique sera maintenue constante, quel que soit le courant, entre 0 et 3 ampères. Générateur de courant. Alors, nouveau symbole du générateur de courant, là c'est un dipôle actif, donc un générateur de courant, qui donne un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes.
Et ce générateur de courant, là on n'a pas en stock, hein. C'est pas quelque chose que l'on a sur une table de labo, c'est des choses que l'on fabrique à partir de circuits à amplificateurs opérationnels, par exemple de transistors, ou un transistor à effet de champ peut être dans certaines conditions un générateur de courant. C'est passons, parce que on ne verra jamais quasiment. La caractéristique d'un dipôle, si elle passe par 0, comme une résistance, c'est un dipôle, comment dire, bon allez, il y a deux conventions, générateur-récepteur. Ici on a une convention générateur. Okay. Donc si la puissance est positive, on a un fonctionnement en générateur et on fournit de l'énergie. Il y a un autre cadran aussi, où U fois I devient positif. C'est si I est négatif et que U est négatif aussi. Donc là, dans ce cadran-là, il y a 4 cadrans, 1, 2, 3, 4. Dans ce cadran-là, on a aussi un dipôle qui fonctionne en générateur. Par contre, en convention générateur, on a 2 cadrans ici qui sont des récepteurs. Fonctionnement en récepteur, ici P négatif. Donc si votre caractéristique, elle traverse ici une partie récepteur, une partie générateur, ça reste un générateur. Si j'avais une simple résistance, elle passerait par 0 et elle passerait uniquement dans les cadrans fonctionnant en récepteur. Donc ici, on a un dipôle actif non linéaire, ok, dipôle actif non linéaire, ou une tension U qui baisse au fur et à mesure qu'on tire du courant dessus, et ça baisse pas selon une droite, mais ça baisse selon cette caractéristique. On dirait une caractéristique de panneau solaire, un peu trop penché ici, mais ça ressemble un peu à ça. Des dipôles actifs, une batterie, une pile, okay, une alimentation de laboratoire. Certains dipôles actifs peuvent fonctionner en générateur et en récepteur, réversible. Par exemple, un moteur à courant continu peut fonctionner en génératrice, et ça s'appelle dans ce cas-là, puisque c'est un moteur à courant continu, ça s'appelle une dynamo. Il faut fonctionner donc en dynamo ou en moteur. Une batterie, ça marche dans les deux sens. Soit ça alimente, soit c'est alimenté et ça absorbe de l'énergie. Modélisation, si la caractéristique est linéaire, l'équation de caractéristique peut se traduire par un schéma appelé modèle équivalent. Si on a une belle petite caractéristique linéaire ici, on a ici la tension à intensité égale à 0 qu'on appellera tension à vide. On a le courant à tension égale 0, c'est-à-dire qu'on a court-circuité, on a mis un fil au banc de la batterie pour mettre la tension au banc de la batterie à 0. Donc c'est le courant de court-circuit. Et entre ces deux points, on a la pente qui correspondra à ce qu'on pourra appeler une résistance interne. Comme ça, notre dipôle, on pourra le symboliser par ceci. Là, vous avez U égale E moins RI. U égale E moins RI. Et donc, on peut calculer I0, il suffit de mettre un fil aux bornes. Et si je mets un fil aux bornes, j'aurai E moins RI égale 0. Donc, le E moins RI égale 0. Le I, ça sera le courant de court-circuit. Donc, E moins RI0 égale 0. RI0 égale E sur R. Alors, ça, c'est, comment dire, ce qu'on appelle le modèle de Thevenin, le modèle équivalent, avec une résistance interne. Par exemple, ici, on pourrait donner un modèle de Thevenin ici pour une partie de la courbe qui est linéaire. Et si vous n'utilisez pas trop de courant, ça peut marcher dans l'équation. Le modèle peut marcher. Par contre, si vous tirez trop de courant, on décroche du modèle et votre modèle n'est plus valable. Alors, on arrive à la fin. Exemple d'application. La tension à vide mesure au bord d'une batterie d'une voiture et de
12 volts 6, bon admettons, et lorsqu'on actionne le démarreur, la tension chute à 10 volts 8. Et l'intensité du courant vaut 90 ampères. Calculez la résistance interne de la batterie. Le dipôle actif est supposé linéaire. Donnez le modèle équivalent de la batterie. Ok, on a vu les principales équations en régime continu ainsi que quelques exercices d'application. Et ça sera tout pour aujourd'hui.